Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons voir maintenant quelques exercices sur les tenseurs. Il y en a moins que la dernière fois, mais ils sont un peu plus costauds. Donc regardez bien ces exercices, essayez de les résoudre, ça permettra d'assimiler les connaissances et on verra les solutions après. Donc premier exercice, on effectue un changement de base d'un espace vectoriel E2 qui est défini par E'1 est égal à 3E1 plus E2. Et E'2 est égal à moins E1 plus 2E2. Alors, d'abord, en partant de la définition des composantes du tenseur, des composantes covariantes du tenseur fondamental, calculer ces nouvelles composantes G'(ij) en fonction des anciennes. Et deuxièmement, vérifier les résultats en utilisant la formule générale de changement de base. Deuxième exercice, on considère un espace vectoriel E2 à 3 dimensions et partant de la formule GIK fois GKJ égale delta IJ, démontrer que pour des vecteurs de base orthogonaux, on a que GIK égale 1 sur GIK, le contravariant dépendant du covariant, pour quand I est égal à K. Alors, troisième exercice. Soit un espace vectoriel, E2, ayant pour base E1 et E2, et on considère deux vecteurs, X égale 4E1 plus 3E2 et Y égale E1 plus 5E2. Et premièrement, déterminer les composantes contravariantes du produit tensoriel de X par Y et écrivez la matrice de ce tenseur sur la base E1, E2. Deuxièmement, on effectue un changement de base qui est défini par E'1, E'2 égale cosinus alpha, sinus alpha, moins sinus alpha, cosinus alpha, fois E'1, E'2, fois E1, E2. Déterminer les nouvelles composantes contravariantes du produit tensoriel. Et troisièmement, écrivez la matrice du produit tensoriel dans le cas où alpha égale pi demi. Quatrième exercice. On considère dans l'espace géométrique ordinaire de coordonnées cartésiennes x, y, z un ellipsoïde centré sur l'origine et dont les axes coïncident avec ceux du référentiel cartésien. C'est-à-dire qu'on a x, y, z et on a un ellipsoïde comme ceci centré sur les axes. Et les longueurs des demi-axes de l'ellipsoïde sont A, B et C. C'est-à-dire A, B et C. Son équation est alors donnée par
x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré est égal à 1. Alors, on note x1, x2, x3, les nouvelles coordonnées du référentiel cartésien après une rotation arbitraire. Donc, les axes vont pointer comme ceci, après une rotation arbitraire. Autour de l'origine, bien sûr. Montrer que l'équation de l'ellipsoïde peut alors se mettre sous la forme AIJ fois XI, XJ égale 1, avec IJ variant de 1 à 3, bien entendu. Avec AIJ égale AJ, donc symétrique. Deuxièmement, démontrer que les quantités AIJ sont les composantes covariantes d'un tenseur. Exercice 5. On considère un tétraèdre ABC. Donc, aligné sur les axes de coordonnées. Donc, comment noter x1, x2, x3 au l'origine, et on a donc un tétraèdre ABC. Ce tétraèdre est constitué d'un milieu continu, fluide ou solide, et qui était situé à l'intérieur de ce tétraèdre et supposé en équilibre statique. Supposé en équilibre. Chaque face du tétraèdre est soumise à une force interne due au milieu lui-même. Et cette force, cette contrainte, est proportionnelle à l'aire de la surface. Alors, on va noter les aires des surfaces. S1 égale la surface OBC. S2 égale S, la surface OAB. S3, la surface OAC, et ST, la surface ABC, surface du tétraèdre devant. Soit N un vecteur, N, petit n, un vecteur unitaire et orthogonal à la face ABC et dirigé de l'intérieur vers l'extérieur du tétraèdre. Alors, premièrement, déterminer les composantes NJ de ce vecteur N en fonction des aires des faces du tétraèdre. Et deuxièmement, notons FI, la force qui s'exerce sur une face d'air SI, pour I égale 1, 2 ou 3. Ces composantes sont données suivant les axes orthogonaux par, donc sur les axes orthogonaux OXI, X1, X2, X3, par F1I égale sigma 1I S1, SI, pardon, F2I, FI, F1, pardon, F2. Ouais. Égale sigma 2I SI et F3 égale sigma 3I SI. En toute généralité. Soit grand F, donc c'est les petits FI,
F1i, F2i, F3i, puisque c'est les composantes. Grand F, la force qui s'exerce sur la face ABC. Grand F est appelé la contrainte. Et soit grand FI, ses composantes. En écrivant l'équilibre des forces qui s'exercent sur les quatre faces du tétraèdre, montrer que l'on doit avoir grand FI égale sigma IJ fois NJ. Que peut-on dire alors des 9 quantités sigma IJ? Voilà, alors, sixième exercice. Les expressions du composant grand I, IJ, du moment d'inertie, du tenseur d'inertie, par exemple, d'une particule de masse M, par rapport à un axe passant par l'origine d'un référentiel cartésien, est donnée par la formule IJ, qu'on a vue, est égale à la masse fois delta IJ XK XK moins XI XJ. Alors, premièrement, déterminer l'expression du moment d'inertie MU de la particule de masse M par rapport à un axe quelconque caractérisé par le vecteur unité petit u et fonction de grand I IJ. Donc, en fonction, excusez-moi, je répète, déterminer l'expression du moment d'inertie MU de la particule par rapport à un axe quelconque caractérisé par le vecteur unité petit u, en fonction des grands IJ, la matrice, le vecteur d'inertie, et des composantes de ce petit vecteur U. Deuxièmement, en utilisant l'expression ici, des composantes grand IJ, montrer que MU peut s'écrire sous la forme M R carré moins RU, parce que j'ai encore un carré, oui, RU carré, montrer que ça peut s'écrire sous cette forme, avec R, le rayon vecteur qui part du point d'origine O, situé sur l'axe grand U, et qui aboutit au point M où se trouve la particule. Troisièmement, montrer que l'énergie cinétique grand T d'une particule en rotation par rapport à un point fixe, P, avec une vitesse angulaire instantanée oméga, est donnée par T égale 1 demi M oméga carré, où M oméga est le moment d'inertie de la particule par rapport à l'axe instantané l'axe instantané de rotation de direction oméga. Exprimer T en fonction des composantes du tenseur d'inertie IJ. Septième exercice, c'est le dernier. Sous l'effet d'une contrainte, certains cristaux sont le siège d'un moment électrique dont l'intensité est proportionnelle à la contrainte qui est appliquée. C'est l'effet
piézoélectrique direct. Les calculs qui sont à faire sont à réaliser dans des référentiels cartésiens. Sinon, ce serait encore beaucoup plus compliqué. En général, un état de contrainte est représenté par un tenseur d'ordre 2 à 9 composantes. C'est le 5e exercice que nous venons de voir. La polarisation électrique P d'un cristal est représentée par un vecteur à 3 composantes PI et ce qui est la polarisation électrique. Et chaque composante est liée de manière linéaire à toutes les composantes sigma ij du tenseur de contrainte. Alors écrivez explicitement la relation, par exemple, entre P1 et C sigma ij. C'est pas difficile, c'est des relations linéaires. Deuxièmement, écrivez la relation générale pour les composantes PI du vecteur polarisation P. Et troisièmement, démontrez que les coefficients de proportionnalité des composantes de P et les composantes de sigma ij forment un tenseur d'ordre 3. Voilà, et nous commencerons à voir les solutions dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.